Cathy, Morgane, Florence, Françoise, Marine. Des générations séparent ces 5 femmes réunionnaises. Pourtant, un point commun les unit, chacune d'entre elles mène une bataille en écho avec leur île. Le temps d'un documentaire, ces personnalités publiques lèvent le voile, avec pudeur, sur les racines de leur combat, sur le chemin qui les a menés à devenir des guerrières de la République. Ce samedi, à la mairie du 20e arrondissement de Paris, une journée de mariage attend la première adjointe au maire, Cathy Karim Jalim. Je vais juste mettre mon écharpe. Cathy est née à Saint-Gilles-Léo, un jour de mai 1974. Merci. Arrivée enfant à Paris, l'élu est à l'image de son quartier, cosmopolite. À la fois tamoule par son père et indienne musulmane par sa mère, Ça va là? elle incarne un modèle d'ascension sociale. Okay. Cette écharpe, oui, c'est très symbolique. Et encore plus lorsque on est originaire d'un territoire extrêmement lointain. Cette fille d'une femme de ménage est devenue professeure de l'éducation nationale, puis élue de Paris depuis 2014. Cette République, elle m'a portée. Et aujourd'hui, j'ai envie de la porter à mon tour. Merci messieurs, si vous voulez bien vous lever, madame la maire. Bonjour. Vous allez bien? Ça va? Oui, merci. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Cet après-midi, dans le salon des mariages, Cathy retrouve la diversité de son île de la Réunion. Moi, ça me rappelle un petit peu chez moi. Vous avez dû vous en rendre compte. Hein, je vois des sourires. Forcément, que je sois là pour célébrer votre mariage, quelque part, eh bien, c'est un véritable honneur pour moi. Voilà. Avec son écharpe tricolore sur la poitrine, Cathy se fait porte-parole des Outre-mer. Voilà. Tous mes vœux de bonheur vous accompagnent. Hein? C'est important qu'il y ait des femmes ultramarines élues dans l'Hexagone, que ce soit des femmes maires, des femmes députées. Et j'ai envie de dire aux femmes, engagez-vous, faites de la politique, arrêtez de laisser la place aux autres. Il faut sortir les points. Merci, au revoir. Au revoir. Si Cathy Karim Jalim a choisi l'engagement politique républicain pour défendre ses valeurs, Françoise Vergès, elle, a pris d'autres voies moins institutionnelles, celle du militantisme et surtout de l'écriture. Ce soir, cette librairie indépendante du 11e arrondissement de Paris affiche complet. Tous ses lecteurs attendent Françoise Vergès. L'auteur présente son nouveau livre, un manifeste pour un féminisme décolonial. Merci, bonsoir. On m'entend aussi en bas? Merci. Dans ce nouveau livre, Françoise Vergès croise ses combats, le féminisme et l'histoire du colonialisme. Donc ce qui m'a paru vraiment important, c'était en quoi l'esclavage colonial avait contribué d'une part à créer la société française et à créer ce qu'on appelle les blancs et les blanches, et j'y reviendrai, mais aussi effectivement avait marqué le monde dans lequel nous continuons à vivre aujourd'hui, particulièrement venant d'une île qui avait été esclavagiste. Il y a du monde ce soir dans la librairie, un public varié. Françoise Vergès a acquis cette notoriété grâce à son best-seller, Le ventre des femmes. Dans ce livre, elle évoque les avortements et les stérilisations forcées des femmes réunionnaises au début des années 70. Je m'appelle Aline. A-L-I-N-E, Oui. comme ça se prononce, comme ça se dit. Et je suis brésilienne. Ah, Je suis ici depuis 1 an. oui. À la fois universitaire, politologue, écrivaine et militante humaniste, à 67 ans, Françoise Vergès multiplie les casquettes, mais reste une révoltée, un modèle pour cette jeunesse. C'est pour? Je suis venue parce que j'aime beaucoup le travail de Françoise Vergès, la manière dont elle lit, dont elle rend nécessaire une vision, une compréhension anticapitaliste, antiraciste et anti-impérialiste du féminisme, et qui est pour moi, je trouve une vision qui manque un peu au féminisme actuel.
intellectuelle. Moi ça me touche parce que c'est une universitaire et puis voilà, c'est une femme racisée. Alors c'est pas mon cas, je suis ni femme ni racisée, mais voilà, je pense que dans sa vie elle a quand même connu pas mal d'épreuves et qu'elle s'est émancipée voilà, par la connaissance, le savoir et en fait la lutte. Je trouve ça intéressant. Merci d'écrire sur tout ça. Consciente de son rôle d'exemple, Françoise Vergès mesure l'importance et l'impact de ces mots dans chacun de ses livres. Vous étiez là ? En bas. Vous avez pu rentrer ? En bas. On était en bas, on était très attentifs. Écrire, il faut quand même le faire, c'est un vrai travail, c'est vraiment... et puis on en met toujours trop, donc il faut en enlever. Je veux dire, c'est un livre, quoi. Et puis après, il y a un côté où un livre, il a sa vie, quoi. Il sort et puis il s'en va, c'est un petit bateau. Et c'est toujours bien quand on voit qu'il y a des personnes qui trouvent que c'est intéressant. Évidemment, on se dit, bon, on n'a pas complètement raté quelque chose. Françoise Vergès, en militante aguerrie, a trouvé sa place et ses combats. Marine Vlody, elle, se cherche encore, portée par une même envie de s'engager. Ça va ? Justement, on parle Bien et toi ? Pourquoi ? La cause indéfendable. Ah oui. T'es prête ou pas ? La jeune réunionnaise fait encore ses armes dans les salles de cours de l'Université de droit et de sciences politiques de Saint-Quentin-en-Yvelines. Tu mets hors texte. Ce matin, un travail de groupe attend l'étudiante en master de communication politique. Ah, c'est le nombre d'heures estimées et le nombre d'heures réelles qu'on va passer dessus. Et donc tu mets le nombre de... Moi, le nombre que je vais mettre, je le mets dans description. Et là, on est en train de travailler sur un événement dans lequel on doit, un événement fictif pour lequel on doit prévoir la planification et le budget d'un événement. Plus qu'un choix, son départ vers la région parisienne était une obligation. Sur son île, un diplôme similaire n'existe pas. J'ai quitté La Réunion comme beaucoup de jeunes en me disant que de toute façon il n'y avait pas grand-chose pour moi là-bas et qu'il fallait que si je voulais faire quelque chose de ma vie, il fallait que je quitte cette île. Et on va dire que c'est un schéma et au fur et à mesure de ma maturité, j'ai grandi et je me suis rendu compte que finalement je me sentais énormément déconnectée de ce qui se passait sur l'île et que c'est quelque chose auquel justement on ne nous intéresse pas. C'est quelque chose où on nous dit voilà, allez vous former, barrez-vous, il n'y a rien pour vous ici. C'est cool, allez briller pour La Réunion, mais loin de La Réunion en tout cas. Je vais mais briller pour qu'on ait une belle image, mais apportez pas de solution concrète. Enfin, moi, je le vis vraiment, je l'ai vraiment vécu comme ça. S'il vous plaît, je vous rappelle juste pour le partiel. Après cette prise de conscience, Marine a créé avec un ami l'UERH, l'Union des étudiants réunionnais de l'Hexagone. Ok, d'accord. Puis ça roule. L'association aide les étudiants de l'île à faire face aux problèmes qu'ils rencontrent loin de chez eux. Chaque année, près de 2000 réunionnais viennent étudier dans l'Hexagone. À demain. Non mais ça va, il a fait moche que à la fin de la journée parce que normalement il devait faire moche toute la journée. Du coup on est sortis avec mes collègues ce midi, hier midi en mode il y a du soleil, c'est la dernière fois. Justement ce soir, Marine a rendez-vous dans un bar parisien avec des membres de l'association. Coucou, ça va ? Nickel. Enchanté. Ça va ? Au programme des discussions, la discrimination vécue par les étudiants réunionnais pour trouver un logement. Les statistiques le montrent, les propriétaires refusent plus fréquemment leurs garants que pour des locataires de métropole. C'est pas qu'ils veulent pas les cautions ultramarines, c'est qu'ils ont peur, qu'ils ont des idées toutes faites et que le testing il marche pas en fait, parce qu'on est loin, parce qu'on est des sauvages, parce qu'on paye pas, alors que c'est pas vrai. D'accord. Et du coup qu'on puisse faire ce lien, un peu cet interlocuteur sur le sujet. Enfin voilà, qu'est-ce que vous en pensez ? À travers les discussions de la soirée, chez Marine, s'esquissent les traits de la révolte. Il n'y a pas de personne qui le défend sur le terrain ici. Une révolte née ici, dans l'Hexagone. J'ai un peu le sentiment qu'on est entièrement français à La Réunion et français à part en métropole. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'on a cette idée où à La Réunion, voilà, on a grandi, on est la France, on a étudié l'histoire de France, on a fait le général de Gaulle, le Michel Debré, voilà, tout ça. Les institutions françaises, on les connaît, on est français. Et quand on arrive en métropole, on a juste l'impression d'être des sous-français en fait. C'est vraiment... Il y a une génération qui se lève, c'est pas une seule personne, il y a une génération qui a besoin de ce message, il y a une génération qui a envie de changer les choses mais qui ne sait pas comment faire. Et on ne sait pas encore comment faire, on n'a pas toutes les réponses, mais on va le chercher ensemble. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Comment la jeunesse, elle se positionne ? Marine cherche encore un équilibre entre sa culture réunionnaise et son quotidien hexagonal. Cette quête peut prendre quelques années, comme pour Florence Boyer. Ce matin, encore endormie après ses 11 heures de vol, l'anthropologue retrouve la capitale et la météo hexagonale. Histoire de rester en bonne santé.
Il y a 20 ans, Florence est venue étudier la danse et l'anthropologie dans la capitale. Depuis, cette spécialiste du Maloya a choisi de ne pas choisir et partage sa vie entre La Réunion et Paris. J'ai quand même passé pratiquement 18 ans à Paris. Je dirais non-stop pendant 12 ans. Et puis ensuite, c'était vraiment par des allers-retours incessants dans l'année. Autant je m'y sens aussi chez moi. Parce que voilà, j'ai mes repères, je vais aller prendre mes cours de danse, voir mes amis, prendre des séances de méditation. Enfin, oui, j'ai mes petites habitudes quand même à Paris qui me font du bien. Ouais, j'aime beaucoup y revenir. Je dirais même que j'ai besoin d'y revenir. À peine arrivée, Florence file au jardin du Luxembourg, un de ses rituels. Ici, à Paris, Florence a trouvé sa part réunionnaise. En 2000, l'étudiante en danse et en anthropologie découvre que le Maloya est l'oublié des écrits universitaires. À la fois danse, chant et musique, le Maloya est né de la douleur des esclaves malgaches dans les sucrières réunionnaises. Depuis, ce rythme traverse son travail et toute sa vie. Je découvrais tout un pan spirituel de la culture réunionnaise qui m'était complètement inconnu. Et j'ai trouvé ça assez extraordinaire parce que ça permettait notamment de démentir ce qu'on nous disait quand on était enfant, que c'était de la sorcellerie, que c'était un moment où si on voyait ou si on entendait on allait devenir aveugle, enfin voilà, plein d'idioties. Enfin, il y a des choses qui ne s'expliquent pas beaucoup, je pense. Il y a vraiment le rythme qui prend au corps. Elle, la petite blanche des Hauts de la Réunion, veut partager la richesse de l'âme réunionnaise. Cette part réunionnaise, Morgane J la découvre petit à petit. Cet après-midi, la chanteuse répète sur les terres de son enfance, en Bretagne. Dans quelques heures, la chanteuse va se produire devant cette salle de Pleubien, un petit village des Côtes-d'Armor. Ça me tient particulièrement à cœur d'être ici puisque j'ai un lien assez particulier avec la Bretagne. Je suis un peu bretonne d'adoption puisque ma maman d'adoption est bretonne. Et puis la Bretagne que j'ai connue enfant, voilà, les plages de Bretagne et puis la rue de Coitufal, la rue de ma grand-mère. Si Morgane, en langue celte, signifie « né de la mer », c'est loin des côtes bretonnes, sur les rives d'un autre océan, que la jeune femme a vu le jour, sur l'île de la Réunion. Adoptée très jeune, ses choix artistiques jusqu'à son instrument montrent son attachement à ses racines décousues. L'instrument de Morgane est un luth hérité des esclaves africains déportés aux États-Unis. Ça, c'est un banjo. C'est mon banjo. Voilà, c'est un banjo ténor, 4 cordes. Ce qui me plaît, c'est le son roots, quoi. C'est un instrument qui accordé, c'est mieux. Je vais l'accorder là. Mais voilà. Puis le design, je trouve que c'est un instrument qui est super beau. Puis c'est un instrument qui peut sonner assez fort, qui est quand même assez puissant. Et à la fois, si on le joue comme ça, sans être amplifié, on peut aussi avoir un son assez chaleureux et assez doux. C'est un instrument multifacette en fait, quoi. On fait Ivy. Non, je sais pas, c'est toi, y a pas de souci, tu t'en souviens et tout. On l'a pas fait depuis la Colombie en fait. Morgane se bat au quotidien pour faire exister un rythme à son image, une musique du monde, inclassable. Ça tourne, alors est-ce que c'est... Après, bon, là, le fixe, là, il est... Ouais, c'est ça, il y a... Non, faut vraiment que tu le baisses chez Morgane. Je vais faire tourner un truc, peut-être, pour toi. La musique est un milieu d'hommes, beaucoup. Quand on est une femme, c'est pas forcément évident d'avoir envie d'imposer son univers artistique tel qu'il est, sans qu'il soit modifié. On rencontre toujours un réalisateur artistique, une maison de disques qui va vous dire écoute, c'est super, mais ce qui serait bien, c'est
si on défaisait tout et puis qu'on refaisait tout comme ci et tout comme ça. Donc voilà, on peut être tenté de dire oui, ou alors on peut se dire bah non, voilà, je vais essayer de me battre pour que la création qu'il y a au cœur de cet album, elle existe en tant que telle. Il y a pas mal de pression aussi quand on monte sur scène, donc on a intérêt à aller chercher au fond de soi pour être sincère, parce que si on n'est pas sincère, on donne pas correctement, les gens le sentent. Sans concession dans ses choix musicaux, l'artiste peine à se faire reconnaître dans l'Hexagone. Morgane se produit surtout à l'international. La musique est l'exutoire de Morgane, une manière d'extérioriser ses failles. Son adoption s'inscrit dans une histoire beaucoup plus vaste. L'artiste fait partie de cette dernière génération des enfants de la Creuse, une histoire encore méconnue de nombreux Français, mais que l'on retrouve pourtant en exhumant des images d'archives. Le département de la Creuse, avec son foyer de l'enfance de Guéret, est probablement un des premiers départements en France qui puisse s'enorgueillir d'avoir si bien mis à la disposition de la jeunesse française d'outre-mer l'un de ses établissements des services de l'action sanitaire et sociale. Derrière le ton compassé du journaliste de l'ORTF se cache un pan sombre du récit national. Entre 1962 et 1984, plus de 2000 enfants réunionnais comme Morgane ont été transplantés dans les campagnes dépeuplées de l'Hexagone. Ces jeunes adolescents, dont l'âge s'échelonne de 12 à 21 ans, sont en général des orphelins de père et de mère. Encore aujourd'hui, ces adoptions restent troubles. Plutôt que des orphelins, les historiens évoquent davantage aujourd'hui des enfants arrachés à des familles modestes, en vue de limiter le nombre de naissances à La Réunion. En 2016, un rapport demandé par le gouvernement pointe la responsabilité morale de l'État français. À ce jour, peu d'enfants de la Creuse se sont fait connaître, mais tous dénoncent des traumatismes liés au déracinement. Ce déracinement, Florence l'incarne dans sa danse. Sur l'île de Vassivière, dans le Limousin, la chorégraphe a posé ses bagages pour une résidence d'artiste. Dans quelques jours, elle doit se produire ici, au Centre international d'art et du paysage. Et donc voilà, les gens ils se mettent là, du coup, ils s'installent. Et moi, je suis déjà contre la vitre en train de chercher à sortir. Je cherche une sortie. Avec un des danseurs de la compagnie, elle répète une partie de son spectacle Kaniki, moins que rien en créole réunionnais. Un hommage aux enfants de la Creuse. Je trouve ce moment-là où... Voilà. Si Florence n'a pas vécu dans sa chair cet arrachement à La Réunion, ce récit insulaire a hanté son enfance. Et ça s'enchaîne, ouais. J'étais née, ça se faisait encore. Et c'était un peu notre grand méchant loup quand les parents me disaient « Attention, si vous entendez une voiture, vous revenez en courant, sinon l'assistante sociale va vous emmener dans la Creuse. » Donc ça jouait et à la fois pour nous faire peur, pour ne pas rester sur le bord de la route à une certaine heure, et à la fois ça faisait vraiment partie de notre imaginaire d'enfant, quoi. Quand tu perds ta famille, quand tu as l'impression d'être dans une cage et pourtant dans un immense pays, mais que tu connais rien, que tu ne reconnais rien, que même ton corps pleure de froid. Donc ouais, c'est... peut-être qu'il y a une sortie par là. S'il n'y en a pas, où est-ce qu'on peut la trouver? Dans ses mouvements, Florence veut transmettre les pensées de ses enfants transférés, pour certains, à quelques kilomètres d'ici. Là-dedans, il peut y avoir des moments très doux et très réconfortants et à la fois assez violents. Ça peut être et à la fois le moment où on l'a enlevé contre son gré, ça peut être à la fois quelqu'un qui veut l'aider à sortir de sa folie. Ça peut être un parent ou un soignant qui va dire bon, ça suffit maintenant, voilà, viens, on va. Enfin, c'est le réconfort. En tout cas, moi, c'est ce que je cherchais. Pour sa représentation, elle a invité à Vassivière
une de ses enfants de la Creuse, Marie-Thérèse Garde. Florence s'est nourrie de l'histoire de Marie-Thérèse pour construire son spectacle. Alors, autour du petit déjeuner, les discussions tournent autour de la danse et surtout du Maloya. Tu vois, si on fait... Oui. Et moi, je vais... Fais-toi. Enfin, tu vois, c'est rentrer dans les silences de l'autre. En question-réponse, qui est quand même assez centrale aussi dans le Maloya, puisque... Entre les deux femmes, s'est tissée une amitié forte. Je suis contente qu'il y ait au moins une personne qui traduise que moi, je n'ai pas pu traduire avec les mots ou avec même l'écriture, quoi. À dire vrai, j'aurais été artiste, j'aurais fait ça, quoi. Si ma danse pouvait permettre de lui faire ressentir une certaine légèreté, eh ben, on a tout gagné, quoi. Donc là, oui, d'entendre ça, ça fait plaisir. Aussi bien moi que... Si à plus de 50 ans, Marie-Thérèse n'arrive à exorciser son histoire que par procuration, Morgane, elle, reste très pudique sur son adoption. Dans l'intimité d'une salle de spectacle des Lilas, en banlieue parisienne, Morgane a accepté d'entrouvrir ce volet difficile de son histoire. Ça, c'était avec ma maman. J'aime bien cette photo. Je trouve que ma mère est belle. J'aime bien ma bouille. J'ai l'air heureux. Il y a une certaine violence dans le fait de prendre des bébés, des enfants, dans le fait de modifier un petit peu leur histoire, de modifier des papiers, de cacher une part de l'histoire et puis de dire tout d'un coup, parce qu'il y a un besoin là de repeupler ou de trouver de la main-d'œuvre, ou voilà, on prend ces mômes, ou on facilite les adoptions et puis débrouillez-vous. J'utilise pas le terme déporté parce qu'on n'a pas le droit de l'utiliser, mais parfois on dit transplanter. Moi, ce terme me fait toujours un petit peu rire parce que j'ai l'impression, moi je fais du jardinage de temps en temps et quand je prends une plante pour la mettre dans un autre pot, voilà, j'ai pas l'impression que c'est le même acte. Morgane reste discrète sur les circonstances de son arrivée dans l'Hexagone. Mais ses parents d'adoption ont toujours voulu maintenir un lien avec ses racines. Enfants, ensemble, ils se rendaient souvent à La Réunion, du côté de Saint-Paul, là où Morgane est née. Ça, c'était La Réunion aussi, avec la famille, des amis. Voilà, ça me fait marrant de voir cette photo. Mais voilà, donc le lien, La Réunion, il reste toujours un peu... voilà, évidemment très fort, mais très... il est ambivalent en fait, quoi. À la fois c'est synonyme de souffrance, à la fois c'est synonyme de racine, à la fois quand je suis là-bas, voilà, je me sens bien et je me sens de là-bas et je me sens réunionnaise aussi, mais je me sens multiple. Le mode de vie que j'ai aujourd'hui, c'est-à-dire à beaucoup voyager, à rencontrer beaucoup de gens et à m'intéresser à des cultures différentes, finalement, il est très à l'image de la mixité qui existe à La Réunion. Ce soir, sa vie de nomade l'a conduite en Bretagne. Dans quelques minutes, son concert va débuter. Mais avant, Morgane prend un moment, seule, avec des rituels bien à elle. Ça, c'est ma boîte à malice. Des souvenirs. Ça, c'est un collier que j'ai acheté à Chouchenskoye, un festival en Russie. J'aime bien porter des bijoux qui me rappellent des choses, des pays, des gens. Ça m'aide à poser un peu mon esprit avant d'aller sur scène et ça m'aide à me concentrer. Là, je suis bien. Je vais aller voir les copains parce que ça me rassure d'être avec les copains. J'ai besoin de sentir un peu leur énergie avant de monter sur scène. C'est un principe. Avec ses 3 musiciens, Olivier, Morgane et Laurent, la musicienne a créé une famille musicale. Ensemble, ils voyagent à travers le monde
au gré des concerts. Bon les copains, Allez, ça va le faire? Yeah, grave. Ah. C'est Olivier qui rentre en premier? Ouais. Bon. Sur scène, Morgane chante les femmes fortes, les combattantes. Le titre de son album, Woman Soldier. Ces femmes téméraires chantées par Morgane sont à l'image de Françoise Vergès. Dans ce café, à travers quelques photos, Françoise revient sur la naissance de son militantisme. Ça, c'est mes deux parents, mon père et ma mère. Ils sont en vacances. C'est juste dans les années 70. L'intellectuel tient à mettre une distance entre sa vie privée et sa lutte. Pourtant, le combat est une histoire de famille, comble de l'ironie pour celles qui détestent les déterminismes. Mon père et ma mère étaient de très grands lecteurs, des personnes extrêmement curieuses. Et la curiosité m'est restée. Déjà toute petite, ma mère était une féministe, elle était membre de l'Union des femmes de la Réunion, donc les femmes autour de moi ont été très importantes toujours. J'ai pas découvert le féminisme en lisant Simone de Beauvoir, j'ai pas découvert le féminisme en allant à l'université. Il était là, il faisait partie des choses qui étaient autour de moi, c'est-à-dire de voir l'écrasement des femmes. Ses positions radicales s'inspirent de celles de son père, Paul Vergès, fondateur du Parti communiste réunionnais, et de sa mère, Laurence Decoing, militante communiste et féministe. Mais aussi de son oncle, le sulfureux avocat Jacques Vergès, infatigable militant de la lutte contre le colonialisme. La Réunion a constitué pour moi vraiment le bain dans lequel j'ai grandi. Qui m'a appris la lutte, la détermination, le courage, la solidarité, énormément la solidarité. Mes parents n'auraient pas pu lutter seuls s'ils n'avaient pas été entourés. À bientôt 70 ans, une colère intacte habite Françoise. Un moteur vers de nouveaux combats, une envie de transmettre le flambeau de la révolte à une nouvelle génération. On doit continuer à se battre en apprenant justement des erreurs collectives, des miennes, voilà. Je me dis chaque jour, c'est que partout, quelque part dans le monde, des personnes sont en train de lutter, que ça ne s'arrête jamais, qu'aucun pouvoir ne peut éteindre le désir de liberté, d'égalité. Loin du radicalisme de Françoise Vergès, le salon de l'agriculture est un passage obligé de la classe politique. Cathy Karim Jalim ne déroge pas à la règle. Ça, c'est la Nouvelle-Calédonie, j'adore ces chants. Ce matin, l'élu du 20e arrondissement déambule dans un hall qui lui tient à cœur, celui des Outre-mer. Et dans les travées du salon se mène un autre combat, plus discret. La Réunion, Christian Zanédon, combat de Mounici, La Réunion. Cathy a quitté La Réunion à l'âge de 6 ans. Alors, quand au détour d'une allée, elle découvre les sucreries de son enfance, elle ne peut pas résister. C'est de la noix de coco avec un petit peu de sucre. Vas-y, goûte, c'est super bon. Tu vas adorer. Toi aussi, tu veux ? Et tu sais d'où ça vient tout ça ? De la Réunion. Et vous savez où c'est la Réunion ? Dans l'océan Indien. Cathy se change aujourd'hui en représentante des produits de son île. Et même ici à Paris, les problèmes rencontrés dans les Outre-mer refont vite surface.
comme avec ce producteur. Producteur de vanille, hein, c'est ça? Oui, je suis producteur de vanille à La Réunion. Voilà. Son problème, la lourdeur des démarches pour obtenir les aides agricoles européennes. Le développement de la vanille dans le monde vient de La Réunion. C'est un savoir-faire depuis des années 1930. Il m'importe de savoir comment moi je pourrais vous aider. L'Europe, c'est bien, mais la trop de contraintes administratives, c'est simplifié, soi-disant. Oui, d'accord. Mais non. La simplification, c'est vrai que c'est un sujet que l'on entend souvent. Ouais. C'est quelque chose qui revient très souvent. Si Cathy évoque l'Europe avec ce producteur, ça n'est pas un hasard. Pendant un mandat, elle fut assistante parlementaire d'un député européen. Cette notion de transition, c'est trop joli ça. C'est très beau. Après le salon de l'agriculture, Cathy enchaîne avec une rencontre citoyenne. Dans cette brasserie du 15e arrondissement de Paris, Que je vais lancer un peu avec la salle, un genre de débat avec la salle, sur chacun de ces sujets, les amener à réfléchir et en même temps orienter. durant cette campagne pour les élections européennes, La République En Marche, son parti, sollicite beaucoup l'adjointe au maire. On va y aller. Alors bonsoir. Bonsoir tout le monde. Donc moi je suis Cathy Karim Jalim. L'élu vient parler d'un sujet qu'elle connaît bien, les Outre-mer et l'Europe. C'est d'être ultramarine, faire remonter ces problèmes et tenter. La femme politique évoque les difficultés des petits producteurs ultramarins pour obtenir des aides financières européennes. C'est peut-être trop facile, peut-être que je me trompe, peut-être que moi j'y suis pas, on n'y est pas, mais 6 mois de paperasse pour 30 000 €. Ça veut dire que d'ici là, ça peut s'accumuler. Et encore, ils font la paperasse, ils donnent la paperasse, d'accord? Et en plus, ils sont pas payés du jour au lendemain. Excuse-moi, je Oui. comprends pas, c'est pas spécifique aux... Non, c'est ce que je viens de dire. Outre-mer, ça, hein. Non, c'est pas spécifique aux Outre-mer. Mais c'est vrai que c'est un vrai sujet et un vrai souci. C'est qu'on a constaté... Confronté à la remarque, l'élu fait face. Parler des problèmes spécifiques aux Outre-mer est souvent considéré comme une forme de communautarisme. Une réaction que Cathy connaît bien. On y était ensemble là-bas ce soir. Si j'ai pu, moi, casser ces clichés à travers mes connaissances et mes compétences, écoutez, j'en suis très fière. Au milieu de l'Assemblée, Cathy oublie notre présence. Si l'élu a gardé son sang-froid, elle évacue en coulisses son agacement face à certaines remarques avec humour. Impeccable. Non, très positive, géniale, souriante. Pas vénère, bien qu'à un moment donné, je ne vois que ça. L'élu du 20e arrondissement s'aguerrit à la politique, mais continue d'avancer. Merci, c'est gentil. Bon courage. Elle a surmonté des épreuves bien plus difficiles. Son courage, Cathy le puise chez un de ses modèles, sa mère. Ah, c'est là le lycée Colbert, j'avais jamais vu. Ensemble, elles ont pris l'habitude de se rendre dans les magasins indiens du 10e arrondissement de Paris. Pas son nom. Ah, ça c'est bon, maman, regarde. Dans ces lieux, elle retrouve les produits de la Réunion. Moi j'adore, ça me replonge dans des atmosphères familières en fait. Ça aussi, on prend un petit panier quand même. Cathy apprend de sa mère les recettes traditionnelles, des moments où les souvenirs refont surface. Voilà le bread, ça on va en acheter, ça j'adore. Maman, si on en achète, tu m'aides à le faire? Maman, c'est bread mouroum ça. N'importe quoi, regarde bien. L'enfance réunionnaise de Cathy est faite de bribes disparates de goût et de couleurs. Tu vois les graines, les feuilles, regarde, ça tombe. Bread mouroum. Cathy, sa mère et son frère sont arrivés à Paris au début des années 80, à quelques rues de là, dans le quartier de la Goutte d'Or. On va prendre des bananes, on va les Là-bas, on appelait ça banane mignonne. Sa mère a fui un compagnon violent et la Réunion. À Paris, elle est devenue femme de ménage. Ces moments ont forgé la personnalité de Cathy. C'est très bon. Mes premières impressions quand je suis arrivée en France, c'était je crois à Roissy. Non, c'était pas Orly, c'était à Roissy. Et en fait, premières impressions, c'était grosse souffrance. J'arrivais dans un monde... j'arrivais dans une autre dimension en fait. Donc c'était souffrance, douleur, déracinement. Et puis il a fallu se construire dans ce contexte-là. J'aurais pleuré tout le temps, Cathy. Attends bien, Elle était chiante, Cathy. Elle pleurait tout le temps. Elle était très fragile. Elle pleurait pour rien. Maintenant ça va, hein, ça change. Hein. Elle a des qualités, Cathy. Hein.
Puis elle a un caractère aussi. On passe à la caisse? Alors, ça y est. En paix avec son passé, Cathy poursuit son engagement, fière de ses origines et de son parcours. I am a political woman. I'm Tamil. Tamil? Tamil. My ancestor was Tamil. I'm Muslim. Muslim. Tamil, Muslim. Hindu. I'm Catholic. Three religion. Mixing. Yes. Sorry? Mixing. Yes. Yes. Okay. Good. Thank you. Bye. Bye bye. L'élu de la ville a d'autres défis à surmonter. Elle compte bien faire sa place dans le champ politique français. Si Cathy s'est enfin trouvée, Marine Vlody, elle, cherche encore ses armes. La politique comme Cathy? Ou la musique? Ce matin, la jeune femme a un rendez-vous important. Elle enregistre son tout premier album de rap. Marine retrouve un peu stressé son producteur Pascal, son compositeur David et son ingénieur du son. Je pense donc je suis donc je fais. Quand je réussis entre mes jambes, rien à pousser. Je me défends comme une fille, je pardonne comme une fille. Dans son titre, Comme une fille, Marine revendique sa féminité et sa force. Mais dès les premières paroles, la jeune femme est gagnée par l'angoisse. Je te coupe rapidement. En fait, agir avec les gestuels, en fait, ça va donner encore plus d'assurance. Okay. Ouais. En fait, quand tu vois, on a l'impression que t'es crispé en fait. On n'entend pas bien les mots. Hein. C'est ce que je te disais tout à l'heure. En fait. Il faut que je mette plus de pause. Voilà. Et articule. Je pense donc je suis donc je fais. Quand je réussis entre mes jambes, rien à pousser. Mais vers notre propre acceptation, l'humilité n'est pas l'humiliation. Non. Pour apaiser la jeune femme, son producteur propose une prière. On fait une petite prière avant. On fait une petite prière et après. Pascal et Marine se sont retrouvés autour de leur foi catholique. Cette foi qui est un moteur depuis son enfance. Ça se passe bien au niveau du son, au niveau de la voix, Seigneur. Remets-toi entre tes mains, Seigneur. Tu sais qu'on fait ça pour une cause qui est plus grande que nous-mêmes, Seigneur. On veut vraiment juste te remercier, t'inviter, que ta présence puisse vraiment saturer ce lieu, Père. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Hey, c'est parti. Go. Je vais arriver là. Comme une fille. Allez, je te balance juste l'instru. Enfin recentrée, Marine peut pleinement délivrer son message. Aucune n'a manqué d'être un garçon, nous sommes toutes réussies. Oui, j'y fille, pas femme, pas besoin de preuves de puberté. À tout âge, on est des flammes à toute épreuve. Prévu et pensé, voici des milliers de messagères, fermes ni hystériques ni autoritaires, pas carriéristes, pleines d'ambition, de volonté et de valeur. Pas des garçons manqués, mais des filles à haut risque qui n'écoutent plus la peur. Elles prennent leur envol, déployant leurs ailes. Moi je me bats et chante et j'étudie comme une fille. À travers le chant, Marine exprime ses blessures de petite fille. Elle, la métisse descendante d'esclaves africains, d'indiens et de Zoreilles, revendique ici sa place de femme ultramarine. Voilà. Si j'avais été une petite fille, je me suis dit, voilà, qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on me dise en tant que fille? Et j'aurais aimé qu'on me dise qu'il n'y a pas de limite. J'aurais aimé qu'on me dise que je peux réaliser mes rêves. J'aurais aimé qu'on me dise que si j'ai envie de faire un truc qui demande beaucoup de force et beaucoup de virilité, eh ben je peux le faire en étant une fille. Et que le fait d'être une fille n'est pas un obstacle finalement à son accomplissement. Le stress de la représentation, Florence, elle, l'évacue en s'isolant. Dans moins d'une heure, la danseuse doit se produire en public. La salle se remplit. Au premier rang, nous retrouvons Marie-Thérèse, l'enfant de la Creuse, la source d'inspiration de Florence. Pour le dernier volet de sa chorégraphie, les pieds ancrés dans le sol,
Florence bat le rythme du Maloya et fait entrer les spectateurs dans cette ronde. Par les mouvements du corps, elle fait prendre conscience de la tragédie des enfants de la Creuse et de notre histoire commune. Avec la danse, Florence dépasse la performance pour délivrer un acte politique, un combat de réunionnaise. J'espère que ça va permettre à parler un peu plus de cette histoire, parce qu'ils ont besoin de guérir, et le premier pas de la guérison, c'est la reconnaissance de leur état de victime, la reconnaissance de leur état de souffrance, et que voilà, j'espère participer à ma manière, à porter ma pierre à ma manière, à me faire connaître cette histoire et à faire écho aussi à ce qui se passe ailleurs dans le monde, et aussi dire, ben voilà, on n'a pas été les seuls à vivre malheureusement ces atrocités, et que ça ne se reproduise pas. Après plus de 2 heures de concert, la soirée de Morgane et de ses musiciens n'est pas terminée. Ok. Ah non, on va tous, hein, s'il vous plaît, les gars. Non, vous venez, parce qu'après, je sais, vous allez rester là. Olivier. Allez. Allez. Le public breton les attend pour une séance de dédicace. J'espère que l'album te plaira. Voilà, merci. En tout cas, merci à vous. Merci. Bonsoir. Merci pour le conseil. Morgane produit sa musique de façon indépendante, presque artisanale. Alors ces moments sont importants pour accroître sa notoriété en France. Merci. Ouais, c'est très original ce que vous faites. C'est vrai, pourquoi on ne vous voit pas en France? Il est plus de minuit quand Morgane peut enfin souffler. Pourtant, en vraie guerrière, même fatiguée, la jeune femme dénonce le manque d'audace de l'industrie musicale française. Oui, avis aux programmateurs qui souhaiteraient nous programmer en France et à qui ça ne poserait pas de problème que notre musique ne rentre pas dans une case. Tout ça, c'est assez à l'image des programmations radio et de tout le business en fait qu'il y a autour de la musique aussi, quoi. C'est-à-dire qu'on propose quelque chose aux gens en se disant c'est ça qu'ils vont aimer, voilà. Et puis en fait, quand on est sur scène en France, on voit qu'il n'y a pas de souci, ça accroche bien avec les gens. Donc c'est très difficile d'exister en tant qu'artiste indépendant. Parce que sinon, ils te laissent à la cuisine. Le constat de Morgane, Françoise Vergès le partage. Au-delà de l'audace artistique, l'intellectuel pense que le blocage s'accentue lorsque l'artiste est une femme et qui plus est noire ou métisse. Pour dénoncer le racisme dans le monde culturel et artistique, Françoise Vergès avec d'autres intellectuels ont créé le collectif Décoloniser les arts. Il y a eu beaucoup de témoignages qui montrent qu'il y a vraiment du racisme structurel, il y a du racisme dans les écoles, il y a du racisme dans les productions, il y a du racisme à tous les niveaux pour une artiste. C'est presque une interdiction de rêver ou de créer ou d'imaginer librement. Aujourd'hui, dans ce bar, en plein cœur de la capitale, a lieu le séminaire du collectif. À l'ordre du jour, écrire un manifeste. Je le redisais, c'est la première fois qu'il y a une telle assemblée, donc il faut quand même qu'il en sorte quelque chose et pas simplement des paroles échangées et partagées aujourd'hui. Donc, une personne qui... Au fil des échanges, les paroles et les colères se libèrent. C'est ça la question, c'est de savoir de quoi on parle. Qu'est-ce que ça veut dire d'être une société structurée dans le racisme et dans la violence? C'est ce que la France est et c'est ce que la France ne peut pas entendre. Et je pense qu'il ne peut pas avoir de guérison, il ne peut pas avoir de dépassement s'il n'y a pas une prise en compte réelle et qui va passer par évidemment l'information et aussi l'éducation. C'est-à-dire que... Ce soir, les participants vont commencer à rédiger leur manifeste. Nous, femmes artistes racisées, réunies aujourd'hui, 10 mars 2019, déclarons que nous allons briser les murs qui sont dressés contre nous, que nous voulons que les petites filles et jeunes femmes racisées qui s'intéresseront aux arts soient soutenues
et encouragés dans leur désir d'imaginer et de créer. C'est un moment absolument historique, il faut donc ne pas le laisser là. Il ne se termine pas maintenant. Il faut s'engager peut-être aujourd'hui à aller justement au-delà de nous-mêmes, au-delà de nos collectifs. Donc, est-ce que cette déclaration est adoptée à main levée? Les garçons ont le droit de voter. Bon, je crois qu'il y a une majorité. Il y a une majorité. Donc, ce que nous allons faire, c'est en fait vraiment l'écrire, vous le faire circuler et justement donc de le nourrir pour qu'on donne aussi des contenus, hein, par exemple ce que vous proposez ou ce que d'autres proposent, qu'on élabore vraiment un manifeste qui devienne notre parole, notre manifeste en 2019, en espérant qu'effectivement, d'ici 2020 ou 2022, nous aurons quand même gagné quelques victoires. Merci. Hein. C'est super, hein. Très intéressant. Bah, on se rend compte qu'on est beaucoup. Oui, c'est toujours bien. Hein. Il faut. C'est toujours bien, ça. C'est toujours bien. C'est bien, il y a une belle énergie. Ça va se passer comme ça. Ce dont Françoise est la plus fière, c'est de voir l'intérêt de la jeunesse pour ce combat. Une nouvelle génération se lève. Solidarité, c'est vraiment le maître mot pour nous, parce que seul le travail collectif et en groupe nous sortira de cette situation. Et ce n'est pas le succès de l'une d'entre nous qui, évidemment, on va s'en réjouir, mais enfin, ça ne répondra pas. Et notamment pour moi, je pense beaucoup aux petites filles d'aujourd'hui qui deviendront peut-être de grandes artistes demain, et qui déjà on empêche même d'y penser ou de l'imaginer. Ces sources de révolte, Françoise les trouve en bas de chez elle, dans la ville où elle habite et qui l'a vue naître, Paris. Sous le décor urbain, restent les traces de la France coloniale. C'est à la Porte Dorée que Françoise Vergès nous a donné rendez-vous pour une déambulation dans l'histoire de la France impérialiste. Là commençait l'exposition coloniale de 1931. Alors avec un peu cette tête d'Athéna, déesse de la sagesse, mais qui représentait donc la France apportant paix et prospérité au peuple arriéré, comme on disait à l'époque. L'exposition coloniale de 1931 a vu passer ici des millions de visiteurs. Des femmes et des hommes venus des Outre-mer étaient abaissés au rang d'attraction avec des danses traditionnelles. Des populations réduites à faire le spectacle. Alors là, ce monument, c'est un monument donc à ces armées françaises. On voit donc Brazzaville, le Congo français, à l'avant les militaires français. Tant que ces symboles coloniaux resteront sous les yeux de Françoise, sa colère ne s'apaisera pas. C'est rentrer dans le paysage. Comme rentre dans le paysage le racisme, le sexisme. Et c'est vraiment pour moi cette naturalisation de la violence, c'est de la rendre banale, inscrite dans le paysage, comme ça, sans qu'il y ait de conséquences, qui pose question. Au-delà de valeurs communes, se dessine chez ces 5 femmes un portrait singulier de la femme réunionnaise. Même dans l'adversité, quand le combat se durcit ou paraît perdu d'avance, elles avancent, convaincues et déterminées, toujours la tête haute. Françoise, par exemple, poursuit inlassablement son action avec le mouvement Décolonisons les arts. Cathy, elle, se projette déjà en 2024 vers les prochaines élections européennes. Morgane a déjà des dates de concerts à travers le monde prévues sur plusieurs mois. Florence, quant à elle, prépare un livre et un nouveau spectacle inspiré par les luttes pour préserver l'environnement. Enfin, Marine, elle, termine son master et consacre de plus en plus de temps à ses combats. Elle emprunte déjà le chemin des guerrières de la République.